Si ça vous fait une belle jambe, les news géopolitiques, votre épargne, en revanche, réagit aux infos du JT. Spontanément, vous classez ça dans une catégorie mentale très simple, l'actualité. Quelque chose d'important, certes, mais qui vous ne concerne pas. Si on met de côté le blocage du pétrole en Iran, qui semble avoir flingué votre budget transport, à quels autres moments avez-vous senti directement l'impact de ces nouvelles ? Je suis biaisée car je ne regarde plus les infos depuis que j'ai quitté le nid familial. Pour la raison principale que fixer le théâtre de l'angoisse ne changera strictement rien aux problèmes du monde entier, ni au mien d'ailleurs. Pourtant, j'ai remarqué que l'inflation est souvent insidieuse, progressive, et on ne sait pas quel mélange d'événements les provoque. Il vous parle d'une guerre, de sanctions économiques, de tensions au Moyen-Orient, ou encore d'une décision d'une banque centrale. Vous vous dites, c'est de la politique, moi je fais juste mes investissements à côté. En réalité, vous êtes peut-être en train d'entendre le point de départ d'un déplacement de centaines de milliards. Et donc, un impact direct sur votre épargne. Salut, c'est Julie, votre développeuse full stack. Je démonte les systèmes financiers avec le regard d'une développeuse d'applications. Cherchant la logique derrière le jargon, dans ce podcast, je démonte les systèmes financiers. Pas simplement en écoutant les influenceurs commenter des successions de prix qui montent et qui descendent, en parlant de support et de résistance, mais comme un enchaînement de décisions, de contraintes et surtout de flux d'argent. Suivez-moi si le concept vous plaît. Dans cette série, on explore les grandes familles de la finance. Dans les épisodes précédents, on s'est intéressé aux acteurs des marchés financiers, depuis les institutionnels, avec leur inertie, jusqu'aux acteurs rapides comme les traders indépendants, les hedge funds, le trading haute fréquence, transcendant les capacités humaines. Pourtant, après avoir abordé les institutionnels, avoir expliqué comment techniquement ils gèrent ces milliards, je sentais ne pas avoir répondu à toute la question que je me posais sur. Aujourd'hui, on regarde le mouvement des rivières, constitué des gouttes d'eau de nos épargnes. Vous pensez sûrement confier votre argent à des gens bien plus intelligents que vous, en tout cas sur le plan financier. Évidemment, vous pensez que la géopolitique est déconnectée de vos investissements. Qui irait risquer son argent sur des gens qui se tapent dessus à la moindre occasion ? Que les guerres, les sanctions, les décisions internationales concernent les États, les diplomates, les armées, mais certainement pas votre portefeuille. On compartimente. D'un côté, le monde réel, de l'autre, la finance. Et ce découpage, il est renforcé par la manière dont l'information est présentée. Le journal télévisé vous montre des événements, des cartes, des dirigeants, des conflits, des images fortes. Mais les présentateurs ne vous montrent jamais les conséquences financières en chaîne. On vous montre ce qui se passe, pas ce que ça déclenche dans les portefeuilles. D'ailleurs, avez-vous vraiment envie de le savoir ? Blague à part, la réalité est beaucoup plus mécanique. Une annonce géopolitique, ce n'est pas juste une information. C'est une modification du niveau de risque perçu. Et dès que le risque change, les institutionnels comme les fonds de pension, les assurances, les banques ou encore les fonds souverains réallouent leur capital. Ils ne débattent pas, ils ajustent. Et comme ils gèrent des centaines de milliards, ces ajustements déplacent les marchés. Prenons un premier exemple, celui de la guerre en Ukraine. On entend souvent sanctions, gel des avoirs, 280 milliards d'actifs russes bloqués. Dit comme ça, c'est très abstrait. Mais si on prend le temps de comprendre, c'est extrêmement concret. Un État, comme un particulier, ne laisse pas son argent dormir. Il place ses réserves. Ces réserves sont investies dans des obligations, dans des institutions financières, dans des infrastructures de marché. Une partie significative des réserves russes était détenue via des systèmes occidentaux. Quand ces avoirs sont gelés, cela signifie que cet argent existe toujours, mais qu'il n'est plus accessible. Et là, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple sanction. On envoie un signal au reste du monde. L'accès de vos réserves dépend du système dans lequel elles sont stockées. Autrement dit, le risque n'est plus seulement économique, il devient politique. Et à partir de là, tous les autres acteurs, États, banques centrales, fonds souverains,
commencent à réfléchir différemment. Ils se diversifient, réduisent certaines dépendances et augmentent leurs réserves en or. Ils repensent la manière dont ils stockent leurs richesses. En parallèle, la guerre perturbe les flux d'énergie. Les prix montent, l'inflation repart, les banques centrales réagissent en augmentant les taux. Et cette chaîne, vous la subissez directement. Votre carburant augmente, votre alimentation augmente, vos placements obligataires perdent en valeur parce que les taux montent. Votre portefeuille devient alors plus volatile. Tu vois que tu n'as rien changé à ta stratégie, mais ton environnement, lui, a complètement bougé. Prenons un deuxième exemple, comme la crise du Covid et les fonds immobiliers. On est en 2020, le monde s'arrête brutalement. L'incertitude explose, les investisseurs veulent récupérer leur argent. Le problème, c'est que les fonds d'investissement dans des actifs illiquides, typiquement de l'immobilier, des bureaux, des centres commerciaux, des immeubles entiers, mais même ces fonds qui promettent une certaine liquidité, ils vous laissent entendre que vous pouvez sortir facilement. Sauf que là, tout le monde veut sortir en même temps. Et vendre un immeuble, ça ne se fait pas en une journée. Il faut trouver un acheteur, négocier, signer, et ça prend du temps. Donc, les fonds font quelque chose qui surprend beaucoup d'investisseurs. Ils bloquent les retraits. Pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce que la réalité physique de l'actif ne permet pas de répondre à la demande. Ce que ça révèle, c'est un décalage fondamental entre la promesse de liquidité et la réalité des actifs. Pour vous, à ce moment-là, c'est très concret. Vous pensiez avoir un placement accessible, et au moment où vous en avez besoin, eh bien, il ne l'est plus. Ce n'est pas un bug, c'est une conséquence directe des flux qui s'inversent. Voilà, c'est parti. Faisons un troisième exemple, le pétrole. Quand vous entendez parler des tensions au Moyen-Orient, du conflit avec l'Iran ou de perturbations de production, vous pourriez penser que c'est un sujet sectoriel. En réalité, le pétrole est une variable centrale de toute l'économie. C'est l'énergie qui alimente le transport, la production, la logistique, l'agriculture. Quand le prix du pétrole monte, le coût de production de quasiment tout augmente. Les institutionnels, eux, ne regardent pas seulement le baril, ils regardent ce que ça implique. Une inflation plus élevée, des pressions sur les banques centrales, des hausses des taux, des ralentissements économiques potentiels. Donc ils ajustent leur portefeuille. Ils renforcent certains secteurs, ils réduisent leur exposition à d'autres, ils arbitrent entre actions, obligations et matières premières. Et encore une fois, vous ressentez les conséquences. C'est la hausse du coût de la vie, l'érosion du rendement réel de vos placements, les variations de marché que vous avez du mal à expliquer si vous ne reliez pas tout ça. Ce que ces trois exemples montrent, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de consommer l'information comme un spectateur. Vous devez changer de grille de lecture. Arrêtez de voir ces événements, arrêtez de voir des événements et commencez à voir des flux. À chaque fois que vous entendez parler de guerre, de sanctions, de pétrole, de décisions de banque centrale, posez-vous une question simple. Où va l'argent? Qui est en train de vendre? Qui est en train d'acheter? Qui cherche à réduire son risque et qui cherche à en profiter? Parce que les marchés ne bougent pas à cause des nouvelles. Ils bougent à cause des décisions prises en réponse à ces nouvelles. Et ces décisions, ce sont des flux. Cet épisode n'est pas pensé pour vous faire peur ou vous faire entendre qu'il faut analyser chaque information. Ce que vous devez retenir, c'est que vous ne pouvez pas aller contre le courant. Vous avez juste besoin de répondre à une question. Est-ce que ma barque est faite pour ce type de rivière? Nous avons des crises aujourd'hui, tous les ans. Les flux vont continuer de bouger. Donc la vraie question, ce n'est pas « est-ce que je peux éviter ça ?» C'est plutôt « est-ce que je suis prête à les traverser ?» La semaine prochaine, on clôture cette mini-série dans l'arène des marchés financiers. Je vais vous proposer quelque chose de très concret. Un récapitulatif et ma conclusion de ce que j'ai compris des produits et des acteurs.
On parlera aussi de l'application Mes Petites Machines à Cash et de ce que je suis en train de construire. Parce que toute cette compréhension, elle mène quelque part. Et honnêtement, je ne suis pas sûre que vous soyez prêts pour la suite. Moi, j'ai déjà plongé et je vais vous embarquer avec moi. À la semaine prochaine sur le podcast Mes Petites Machines à Cash.